Bonjour. Alors dans ces deux petites vidéos, nous allons étudier les forces d'inertie dans un cas particulier et particulièrement important puisqu'il s'agit du référentiel terrestre, qui est donc le référentiel, on va dire, dans lequel nous vivons. Alors commençons par rappeler que donc nous avons déjà étudié les différents types de référentiels dans le système solaire. Donc on a parlé du référentiel héliocentrique, qui est donc le référentiel dont le repère fixe associé à son centre au centre du Soleil et les trois directions caractéristiques vers trois étoiles fixes. Et donc on admet que ce référentiel est une excellente approximation d'un référentiel galiléen. Ensuite donc on a l'ensemble des familles des référentiels astrocentrés, et donc pour nous c'est géocentré, donc géocentrique, qui est défini par donc le repère associé fixe, c'est donc le centre est au centre de la Terre, et même chose, trois directions vers trois étoiles très lointaines, de sorte que ces directions ne changent pas au cours de l'année, donc au cours du mouvement de révolution de la Terre. Ainsi, ce référentiel géocentrique, il fait une translation autour du référentiel héliocentrique, puisque, encore une fois, ces trois directions ne changent pas, donc il n'y a pas de rotation. Ce référentiel est en translation. Mais cette translation n'est pas uniforme, n'est pas rectiligne uniforme. Donc a priori, le référentiel géocentrique n'est pas un référentiel galiléen. Mais donc nous avons montré que dans la plupart des cas, eh bien, c'est une bonne approximation de référentiel galiléen. Donc, ces référentiels astrocentrés, ils peuvent être utilisés avec d'autres astres, évidemment, hein. Si on s'intéresse à des sondes qu'on envoie autour d'une planète, Mars, Vénus, tout ça, eh bien, on va utiliser ces repères astrocentrés, ou même là, il y a quelques jours, autour d'un astéroïde. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui au référentiel terrestre. Alors donc, le référentiel terrestre, c'est le référentiel dont le repère fixe est accroché à la Terre, et donc c'est un référentiel en rotation. Donc ici, dans cette petite simulation, c'est comme si nous étions dans une espèce de vaisseau spatial fixe par rapport au référentiel géocentrique, donc on ne tourne pas avec la Terre, on est à l'extérieur et on voit la Terre tourner. Donc nous appartenons, entre guillemets, en tant qu'observateurs, au référentiel géocentrique, puisque nous sommes fixes par rapport aux trois axes qui sont dirigés vers les étoiles fixes, et donc nous observons le référentiel terrestre en train de tourner autour du référentiel géocentrique. Donc par exemple, il y a un objet d'intérêt au point M, une personne par exemple, là, qui est au point M, et donc qui tourne en même temps que la Terre. Et donc ce point M, il va être fixe dans le référentiel terrestre, alors qu'il est en rotation dans le référentiel géocentrique. Alors d'ailleurs, une petite remarque, hein, pour que ce soit bien clair, parce que c'est pas facile. Rappelons que si on décrit le mouvement du point M dans le référentiel géocentrique, donc celui ici dans lequel nous sommes observateurs, eh bien les seules forces appliquées au point M, ce sont la force de gravité et la réaction du support, c'est-à-dire le point ici est sûrement posé au sol, et donc c'est la réaction du sol sur l'objet. C'est tout. Il n'y a pas de force centrifuge lorsque je décris le mouvement du point M ici dans le référentiel géocentrique. Pourquoi ? Eh bien parce que le référentiel géocentrique n'est pas en rotation. Le référentiel géocentrique, on l'a dit, il est en translation. Donc finalement, quand je décris le mouvement d'un objet fixe sur Terre, donc qui tourne en même temps que la Terre, eh bien, il n'y a que deux forces, et donc ça fait un cercle. Du coup, la somme des forces ne va pas être égale à 0 dans ce référentiel géocentrique, puisqu'ici le point M fait un cercle. Donc il faut notamment que la somme des forces soit égale à ma, avec ici l'accélération qui est radiale rentrante, puisque pour un cercle, hein, la vitesse, lorsqu'elle varie, eh bien, la variation de la vitesse est dirigée vers le centre de la rotation. Voilà, donc vraiment c'est très important, les forces d'inertie, on les emploie uniquement dans les référentiels non galiléens. Voilà, donc ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que du coup, ce point M, eh bien, il a des trajectoires qui sont différentes selon notamment la latitude. Donc on voit bien que ce point M va faire un cercle plus ou moins grand selon la latitude.
Et donc, il y a la distance parcourue qui change, mais il y a également la vitesse linéaire qui change, puisque plus on est près du pôle, moins le point M va vite et moins il a de distance à parcourir. Donc c'est logique, hein, ces deux choses doivent faire en sorte que la vitesse de rotation, oméga, reste la même, c'est-à-dire la vitesse de rotation de la Terre. Voilà donc pour la description du référentiel terrestre. Et donc, pourquoi c'est important d'avoir cette description? C'est parce que quand on va exprimer les forces d'inertie, donc lorsqu'on va se placer dans le référentiel terrestre, donc on va exprimer les forces d'inertie, mais pour exprimer ces forces d'inertie, eh bien, il faut connaître le mouvement du référentiel d'étude, c'est-à-dire ici le référentiel terrestre, par rapport à un référentiel galiléen de référence. Et donc ici, le référentiel galiléen de référence, ça va être le référentiel géocentrique. Donc autrement dit, on a besoin de connaître le mouvement du référentiel terrestre, c'est-à-dire le mouvement de la Terre par rapport au référentiel géocentrique. Et donc ici, ce mouvement, c'est un mouvement qui est purement de rotation autour de l'axe ici sud-nord. Voilà, donc c'est vraiment très important de garder ça en tête. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vient de préciser. Donc attention, hein, ici le repère qui est le repère, disons, de définition du référentiel terrestre, ce n'est pas celui-ci, c'est bien le repère dont le centre est au centre de la Terre. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que dans le cours général, on a vu donc deux cas, un référentiel non galiléen mais en translation par rapport à un référentiel galiléen, et le deuxième cas qu'on a vu, c'est un référentiel non galiléen mais en rotation pure autour d'un référentiel galiléen avec un axe en commun qui est l'axe de rotation. Du coup, ici, c'est l'axe Z qui doit être l'axe commun entre le référentiel terrestre et le référentiel géocentrique pour pouvoir utiliser les formules que nous avons posées, que nous avons trouvées en cours. Voilà, donc ici, on a refait le schéma, mais en coupant du coup la Terre selon un méridien, donc on est en 2D. Donc ici, le vecteur rotation oméga, donc il est dirigé selon Z, puisque c'est l'axe de rotation. Et donc on va pouvoir appliquer la formule du cours. Alors, donc a priori, il y a rotation du référentiel terrestre, donc lors d'un mouvement quelconque d'un objet dans le référentiel terrestre, eh bien, il va y avoir et la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Donc nous, on va séparer en deux cette étude. Donc dans cette vidéo, ça va être la force d'inertie d'entraînement et dans la prochaine, la force d'inertie de Coriolis. Et donc nous avons vu dans le cours que la force d'inertie d'entraînement, dans le cas d'une rotation pure, eh bien, s'exprimait comme étant la masse de l'objet fois la vitesse de rotation du référentiel en rotation, donc ici le terrestre par rapport au référentiel galiléen, donc ici le géocentrique, au carré, multiplié par le vecteur reliant le centre du repère, donc du référentiel tournant, c'est-à-dire ici le référentiel terrestre, mais de toute façon c'est le même, jusqu'à l'objet, jusqu'au point décrivant l'objet, mais en prenant uniquement la partie horizontale. Alors quand on dit horizontale, c'est perpendiculaire à l'axe de rotation. Et vu qu'ici l'axe de rotation c'est Z, voilà pourquoi j'ai écrit horizontal. Alors, dans notre cas ici, du référentiel terrestre, le centre du repère caractéristique c'est T, donc il faut remplacer O par T. Voilà, donc on a le vecteur Tm qui est ici. Et donc pour exprimer la force d'inertie d'entraînement, il faut prendre uniquement la partie horizontale du vecteur Tm. Donc autrement dit, ça va être le vecteur Nm ou le vecteur Th. Voilà, donc ça va faire m oméga carré fois Nm ou m oméga carré fois Th. Du coup, ce vecteur Nm ou Th, eh bien, en fait, il s'exprime le plus simplement dans le repère cylindrique et non pas le sphérique. Donc le cylindrique, c'est ce que j'ai fait en vert, mais je n'ai indiqué que les vecteurs unitaires euro et phi. Donc EZ, sinon il serait vertical comme ça, mais il ne sert pas à grand chose ici. Et phi, de toute façon, c'est un vecteur unitaire que se partagent
le repère cylindrique et le repère sphérique. Donc, on voit bien que ici, eh bien, la force d'inertie d'entraînement, qui est horizontale, eh bien, elle va être selon le vecteur euro. Alors du coup, on a la direction, on a le sens, il ne nous reste plus qu'à trouver la norme. Donc pour ça, on a besoin de la norme du vecteur nm, donc c'est cette distance-ci. Et donc vu que ici, on est dans un modèle de description sphérique de la Terre, donc on a ici le rayon de la Terre, R ou RT, et donc ici, on a ce côté-là à exprimer, on a un triangle rectangle, ici on a l'angle θ, donc c'est le côté opposé, autrement dit, ça va être R sinus θ. Alors θ, donc c'est l'angle dans le repère sphérique, mais souvent sur Terre, on utilise plutôt la latitude, donc qui est le complément, donc qui est ici par rapport au plan équatorial. Et donc par rapport à la latitude, eh bien en fait nm c'est aussi th qui est ici, donc c'est le côté adjacent par rapport à la latitude, donc c'est R cosinus lambda. Voilà, donc en remplaçant, on a la force d'inertie d'entraînement qui est égale à m oméga carré R cos lambda. Donc n'importe quel objet sur Terre subit une force d'inertie qui est donc une force ici centrifuge, correspondant à la force d'inertie d'entraînement, lorsqu'on décrit son mouvement par rapport au référentiel terrestre. Donc par exemple, un objet qui est fixe par rapport à la Terre eh bien, va tout le temps subir cette force d'inertie d'entraînement. Donc il dépend de la vitesse de rotation de la Terre, donc à l'échelle humaine c'est une constante, du rayon de la Terre, même chose, c'est une constante, et donc ça dépend simplement de la latitude. Donc par exemple, quelqu'un à Paris, s'il va à Marseille, eh bien il ne va pas subir exactement la même force d'inertie d'entraînement. Alors ça évidemment, c'est si je considère que le point M, il est à une distance R du centre de la Terre. Si au lieu d'aller à Marseille, on va au pic du Midi, eh bien on sera beaucoup plus haut, donc la distance centre de la Terre ne sera pas R, mais R plus l'altitude, R plus H. Donc il y aura une différence au niveau de la force d'inertie à cause de la différence de latitude, parce qu'on est plus au sud au pic du Midi, mais également parce qu'il y aura une différence avec R qui deviendra R plus H. Voilà donc pour cette expression de la force d'inertie d'entraînement. Alors allons un petit peu plus loin. On l'a déjà dit, mais on va le répéter parce que c'est très important. Supposons que depuis notre naissance, nous vivions non pas sur Terre, mais sur un grand manège en rotation. Voilà. Donc ici, j'ai fait le manège en rotation, en vue de dessus, donc ça c'est vous. Et là, c'est vous sur le manège, en vue de côté. Et donc, on a déjà fait un exercice là-dessus, c'est assez compréhensible. Si vous êtes sur le manège, pour pouvoir être fixe par rapport au manège, eh bien, vous allez devoir vous incliner vers le centre. Donc cette inclinaison, on l'a démontré, elle dépend de la vitesse du manège. Plus ça va doucement, moins on a besoin de s'incliner vers le centre. Plus ça va vite, plus on a besoin de s'incliner. Et ça va aussi dépendre d'où vous êtes par rapport au centre du manège. Donc plus vous êtes loin, plus vous devez vous incliner. Et au contraire, plus vous êtes près, moins vous avez besoin de vous incliner. Alors pourquoi ? Eh bien c'est parce que la vitesse, si on décrit non pas dans le référentiel du manège, mais cette fois-ci dans le référentiel extérieur, eh bien votre vitesse est d'autant plus grande que vous êtes loin du centre. Donc votre accélération va être également plus grande. Voilà, donc tout ça pour rappeler que lorsqu'on est dans un référentiel tournant, eh bien pour pouvoir tenir debout uniquement grâce à un contact au niveau des pieds, eh bien on est obligé de se pencher. Et donc, pour vous, dans le manège, eh bien, vous avez l'impression qu'il y a deux forces qui sont appliquées sur vous à chaque instant. C'est la force de gravité qui est dirigée vers le bas, vers le sol, et la force centrifuge, la force d'inertie d'entraînement, qui est dirigée vers l'extérieur. Donc une force comme ça, une force comme ça. Et donc en fait, si on fait la somme de ces deux forces, eh bien, elle va être justement selon la diagonale. Et donc pour tenir à l'équilibre, il va falloir que vous ayez eh bien, la bonne inclinaison pour contrer
cette force qui est en diagonale. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on était vraiment né sur ce manège et qu'à chaque instant depuis notre naissance, on devait contrer la force de gravité et la force d'inertie d'entraînement, eh bien en fait, on pourrait se dire que notre poids, ce qu'on ressent à chaque instant et qui nous lie au sol et qu'on doit combattre pour pouvoir tenir debout, eh bien notre poids, il n'est pas vertical, mais il est en diagonale, comme ça. Donc en fait, le poids qui est vertical vers le bas, ce n'est vrai que dans cette situation-là, lorsqu'il n'y a pas de rotation. Mais dès qu'il y a une rotation, eh bien, il faut que on se met dans une telle position qu'on va contrer la force de gravité et la force d'inertie d'entraînement. Donc c'est pour ça que dans cette situation, eh bien, ce qu'on appellerait poids, ça ne serait pas la force de gravité. Parce qu'en fait, la force de gravité seule, vous ne la ressentez pas. Vous ressentez toujours et la force de gravité et la force d'inertie d'entraînement, la force centrifuge. Donc ce qu'on va appeler poids, c'est la somme des deux. Donc le poids, ici, serait en diagonale. Donc en fait, quand on apprend que le poids est vertical vers le bas, en fait, on va le démontrer, c'est pas vraiment vrai, à moins que ce qu'on appelle vertical, ça soit pas la verticale géométrique. Alors on va voir ça tout de suite. Donc reprenons ce schéma. Donc maintenant, j'espère que vous avez bien compris que le poids, ce n'est pas que la force de gravité, ça va être la force de gravité plus la force d'inertie. Du coup, la force d'inertie, elle est horizontale vers l'extérieur, la force de gravité est vers le centre de la Terre, dans le cas où la Terre est dans le modèle sphérique. Du coup, quand vous faites la somme des deux, eh bien le poids, il est comme ceci, quand vous faites la somme vectorielle. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut tenir debout sur Terre juste avec ses pieds, eh bien va devoir se tenir comme ceci. Alors, est-ce qu'il est vertical ou pas ? Ça dépend de ce qu'on appelle vertical. Vu que tous les objets qui doivent tenir en équilibre auront ce plan ici, cette direction-là, eh bien, on peut dire que ça va être la verticale physique qui permet de contrer le poids. Et donc, pour être en équilibre. Donc, par exemple, les murs aussi devront avoir cette direction-là. Et ici, la direction qui est en bleu, eh bien, on peut dire que c'est aussi une verticale, mais ici, ça va être la verticale géométrique qui va être définie comme étant la perpendiculaire au plan tangent à la Terre en ce point-là. Et donc, on voit qu'ici, il y a une différence entre verticale physique et verticale géométrique. Alors bon, vous pouvez vous dire, ouais, mais ça, je ne l'ai jamais su, comment ça se fait, alors que c'est révolutionnaire. Eh bien, si on n'en parle pas, alors déjà, c'est parce que c'est pas évident, et puis c'est peut-être aussi parce que cet angle-là n'est pas si énorme que ça. Parce que finalement, la Terre ne tourne pas très très vite sur elle-même. Mais on peut imaginer que si on était sur une planète ou sur une étoile à neutrons, on ne pourrait pas être dessus, mais bon, voilà, sur un astre qui tourne beaucoup plus vite, eh bien la force d'inertie d'entraînement serait non négligeable, et à ce moment-là, la verticale physique serait très différente de la verticale géométrique, puisqu'on voit qu'ici, la force d'inertie dépend de la vitesse de rotation au carré. Alors voilà, je vous propose donc de préciser ça mathématiquement. Donc là, voilà, j'ai rappelé ce qu'on a trouvé pour la force d'inertie d'entraînement, que ce soit avec la latitude ou avec l'angle θ. Voilà, donc on répète que si on n'est pas au niveau de la mer, il suffit de rajouter h dans la formule. Donc ensuite, ici, donc, on définit le poids comme étant, on l'a déjà dit, la somme entre la force de gravité et la force d'inertie d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire que dans les exercices, dans les applications, lorsqu'on étudiera le mouvement d'un objet sur Terre, dans le référentiel terrestre, eh bien, le poids prend en compte la force d'inertie d'entraînement. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être rajouter la force d'inertie de Coriolis, comme on verra dans la prochaine vidéo, mais il ne faudra pas rajouter la force d'inertie d'entraînement parce qu'elle est déjà comprise dans le poids. Ou alors, il faudra que, si vous voulez exprimer la force d'inertie d'entraînement, il faudra que vous rajoutiez non pas le poids, mais la force de gravité. Voilà, mais sinon, tout est compris dans le poids, et la gravité, et la force centrifuge. Du coup, à partir du poids, eh bien, on définit le champ de pesanteur. Donc le champ de pesanteur, c'est le rapport entre le poids d'un objet et sa masse. Donc G, c'est P sur M. Et du coup, eh bien, vu que la force d'inertie d'entraînement dépend de la latitude,
et de l'altitude aussi, eh bien ça veut dire que le champ de pesanteur dépend de l'altitude, mais ça vous le saviez déjà, mais également de la latitude. C'est pour ça que peut-être que en terminale, eh bien, vous aviez à des moments des valeurs différentes pour G. 9,78, 9,80, 9,81. Eh bien ça, on peut le démontrer. Sans aller sur une montagne, eh bien, le simple fait de changer de latitude, eh bien, ça change la norme de G. Alors du coup, comment s'exprime G ? Eh bien, ici, dans la grande parenthèse, j'ai fait la somme de la force de gravité sur un objet quelconque de masse m plus sa force d'inertie d'entraînement. Et donc, je divise l'ensemble par petit m, la masse de l'objet. Donc voilà, ici, on a la composante qui correspond à la gravité, et ici, la composante qui correspond à la force d'inertie d'entraînement. Donc, il suffit de prendre la norme, et on peut étudier la norme en fonction de θ ou de lambda. Donc, c'est ce que j'ai fait donc, dans ce petit programme. Donc ici, on rentre les paramètres, la masse de la Terre, la vitesse de rotation. Donc j'ai pris 24 heures, mais c'est 23h56, on s'en moque, c'est à peu près, hein, c'est des ordres de grandeur. Donc j'ai fait un lean space pour avoir un échantillonnage des angles θ. J'ai rentré donc la force d'inertie divisée par la masse, la force de gravité divisée par la masse. J'en ai déduit le poids apparent en faisant la somme des deux. Donc ici, j'ai bien des vecteurs, puisque vous voyez, j'ai deux composantes. Alors j'en ai pas trois parce qu'il ne se passe rien selon phi. Donc j'ai juste la composante selon r et la composante selon θ. Voilà, donc je me suis placé en coordonnées sphériques. Du coup, il faut exprimer FIE en coordonnées sphériques. Donc il faut projeter. Alors ça, je crois que je l'ai fait également plus loin. Voilà, je l'ai fait là. Donc comment projeter ? Eh bien, vous exprimez euro en fonction de ER et Eθ. Alors, bon, pour certains, c'est toujours un petit peu délicat cette étape. Donc euro, il est là. Donc il faut projeter euro, clac. Donc ici, vous avez la partie de euro sur ER. Et ici, crac, vous avez la partie de euro sur Eθ. Donc il faut trouver les angles. Donc ici, vous avez l'angle lambda. Ici. Alors, je suis désolé, je n'ai pas mon stylo habituel, donc c'est horrible quand j'écris à la souris. Mais là, vous avez lambda, ou là, vous avez θ. C'est comme vous voulez, vous utilisez soit lambda, soit θ. Si on utilise θ, donc on voit que la projection de euro sur Eθ, c'est le côté adjacent. Du coup, la composante euro-θ, c'est 1, puisque la norme de euro, c'est 1, fois le cosinus de θ. Et donc, c'est positif, puisque c'est dans le même sens. Et au contraire, donc, la projection sur ER, ça va donner le sinus de θ. Donc c'est plus loin. Donc c'est bien ça. Voilà, le sinus de θ selon ER, le cosinus de θ selon Eθ. Et ensuite, donc, vous injectez euro dans l'expression ici de la force d'inertie d'entraînement. Voilà. Du coup, c'est pour ça que dans les composantes, il y en a une avec un sinus carré θ, parce qu'il y a le sinus qui est là et le sinus qui était avant. Et ici, un sin θ cos θ, qui est aussi 1/2 de sin de θ. Voilà, du coup, le champ de pesanteur, voilà comment il s'exprime sur R et sur θ. Donc c'est ça que j'ai rentré dans le programme, normalement. Voilà, et ensuite, donc, on fait la représentation graphique de la norme de G. Alors j'appelais ça PA, mais en fait c'est G, hein, puisque c'est toujours divisé par M. Et donc en fonction ici de lambda, puisque j'ai fait pi sur 2 moins θ. Alors qu'est-ce qu'on obtient ? Alors ça c'est pour après. Donc voilà la norme du champ de pesanteur en fonction de la latitude. Et donc on voit qu'il y a un minimum pour une latitude de 0 degré, c'est-à-dire au niveau de l'équateur, et un maximum qui est presque, enfin qui est 9,80, un peu moins de 9,80 et demi. Et donc on retrouve bien une variation entre, on va dire, 9,78 et 9,80. Et ce, sans changer l'altitude. Donc ça, c'est au niveau de la mer. Ça, c'est uniquement dû à la force d'inertie d'entraînement. Voilà, donc logiquement, au niveau de l'équateur, c'est plus enfin, le champ de pesanteur est plus faible, alors qu'on est à la même distance. C'est parce que, en fait, du coup, on tourne plus vite.
donc la force d'inertie d'entraînement va être plus importante. Alors qu'ici, au niveau des pôles, on ne tourne pas. Donc ici, c'est purement de la gravité. Alors qu'ici, du coup, la gravité, elle est, entre guillemets, allégée par la force d'inertie d'entraînement qui est centrifuge, donc qui a tendance à faire aller vers l'extérieur. Enfin, donc du coup, est opposée à la force de gravité. Donc voilà pourquoi G est plus faible au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Voilà, donc c'est assez logique. Enfin, pour finir cette première vidéo, donc on peut s'intéresser à l'angle entre les fameuses donc, verticales physiques et verticales géométriques. Donc pour ça, comment faire? Eh bien, donc c'est cet angle-là qui nous intéresse, alpha. Donc en fait, alpha, on voit, c'est l'angle entre ici la direction de ER et la direction du poids ou de G. Alors plus précisément, ça va être l'angle entre moins ER et G. Donc ici, alors je vais essayer quand même de le faire pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc là, ici, je projette le poids sur la direction de ER. Donc là, on a PR. Oh là là. Désolé. Donc là, c'est PR, ce côté-là. Alors que ce côté-là, c'est donc la projection de P sur la direction de Eθ, donc c'est Pθ. Alors ça marche exactement pareil avec G, puisque P c'est juste M fois G. Donc en fait, je peux travailler dans ce triangle rectangle, dont le côté adjacent de alpha c'est PR, et le côté opposé de alpha c'est Pθ, ou ici GR et Gθ. Et donc, eh bien, je peux appliquer la tangente, et tangente alpha c'est côté opposé, c'est-à-dire Gθ sur le côté adjacent, c'est-à-dire GR. Mais ici avec un signe moins, parce que sinon GR est négatif. Et donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc ici, alpha c'est arctangente de Gθ sur moins GR. Donc Gθ il est là, GR il est là. Alors après, on peut faire une petite simplification parce que globalement, on peut dire que la force d'inertie d'entraînement, c'est qu'une perturbation par rapport à la force de gravité. Donc en fait, dans ce terme-là, eh bien, je vais pouvoir négliger, dans un premier temps, ce terme devant ce terme qui est le terme de gravité. Par contre, ici, dans Gθ, j'ai uniquement ce terme, donc je peux le négliger dans rien du tout. Donc il faut que je le garde. Du coup, quand je fais ça, donc ça fait arctangente de côté opposé, donc il est là, sur côté adjacent, il est là, donc en ayant simplifié ici cette partie-là. Alors ici, pourquoi j'ai ce 2? C'est parce que j'ai utilisé le fait que sinus θ cos θ, c'était 1/2 de sin de θ. Voilà. Je fais passer le r carré en bas, en haut, et voilà ce qu'on obtient. Donc c'est arctangente de tout ça. Donc logiquement, on trouve que l'angle alpha, puisque donc l'arctangente est une fonction croissante, donc l'alpha augmente lorsque oméga augmente. Donc c'est logique, il y a une différence entre la verticale physique et la verticale géométrique qui est d'autant plus grande, on en a déjà parlé, que la vitesse de rotation est grande, mais également que le rayon de la planète est important. Donc qu'on est loin du centre de gravité. Et donc ici, ça dépend de θ, non pas avec sinus θ, mais avec sinus de θ. Alors ça se comprend, parce que du coup, attendez, on peut peut-être déjà regarder en théorie, parce que du coup, regardez, si vous êtes au pôle, eh bien, la force de gravité, elle est comme ça, et il n'y a pas de force d'inertie. Donc, il n'y a pas de différence entre verticale physique et verticale géométrique, le tout est selon EZ. Si vous êtes à l'équateur, il y a beaucoup de force d'inertie, mais la force d'inertie, elle est dans cette direction et de ce sens, et la force de gravité, elle est dans cette direction et ce sens. Du coup, les deux sont dans la même direction, et donc il n'y a pas de différence entre verticale physique et verticale géométrique. Et du coup, en fait, la plus grosse différence, elle sera à la moitié, à pi sur 4. Parce que du coup, là, la force d'inertie, elle sera horizontale, la force de gravité, elle sera comme ça, et donc le poids, il sera le plus différent, on va dire, en termes de direction, de la direction radiale. Et donc c'est bien ce qu'on obtient en traçant ça, puisqu'on a un sinus de θ. Pardon. Et donc un sinus de θ, il est max, voilà. Donc il est max en pi sur 4. Voilà. Et donc on retrouve bien ici que l'angle plus grand, la plus grande différence entre les deux verticales, c'est à pi sur 4 dans notre modèle.
Et alors, ce qui est très important, donc, c'est la valeur de cet angle, et on trouve un angle de 0,1 degré. Donc ça veut dire que si on était sur un endroit parfaitement plat de la Terre, vraiment parfaitement plat, lisse, plat, qu'on traçait la verticale géométrique, donc en faisant vraiment la perpendiculaire à deux droites de ce plan, et qu'on comparait cette direction par rapport à un mur qui tient tout seul, eh bien on trouverait une différence de 0,1 degré. Donc c'est très faible, mais c'est quand même c'est mesurable. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de cette première vidéo, c'est le poids, ce n'est pas que la gravité, c'est la gravité plus la force d'inertie d'entraînement, et que du coup, ça dépend fortement de la latitude, mais que globalement, ça reste quand même une petite influence, puisque si par exemple on regarde la norme de G, du coup ça varie de 0,03 par rapport à 10, donc c'est 0,3%, le fait de prendre en compte ou pas la force d'inertie d'entraînement. Donc à vous de voir si c'est important ou pas, mais en tout cas voilà, c'est vraiment non nul, et il faut avoir conscience de ça. Donc maintenant il nous reste à étudier la force d'inertie de Coriolis, ça sera plus rapide.